Bonjour à tous. Est-ce que certaines compagnies seraient prêtes à perdre de l'argent pour tenter d'imposer un agenda idéologique à grande échelle? Est-ce que l'adage "Go woke, go broke" est valable? C'est-à-dire, si tu deviens woke, tu deviendras fauché? C'est une question intéressante, légitime, dans l'absolu, parce qu'on a quand même, ces derniers temps, eu l'exemple de Blanche-Neige, et les 7 nains, le remake de Disney, qui n'a pas du tout eu les résultats escomptés, à cause de leur révision de certaines choses. On prendra aussi l'exemple, du jeu d'Ubisoft, Assassin's Creed Shadow, qui vient de sortir, et aussi du film Emmanuel qui était sorti en fin 2024. Donc je vous ai mis ici en fond d'écran cet acronyme DEI qui est diversité, équité, inclusion, ce qui a l'air d'être un frein quand même pour pas mal d'entreprises. Donc il n'y aura aucune attaque personnelle dans cette vidéo envers aucune entreprise ni film ou jeu en particulier. Je vais donner des exemples pour voir si de façon effective, eh bien, le fait de mélanger idéologie et business est une bonne chose ou non pour les entreprises. Alors le problème qui peut se poser, je pense, c'est quand il y a visiblement une manipulation des chiffres réels pour faire croire à une popularité d'un film ou d'un jeu, ce qui déclenche en fait le social proof chez les gens, et de manipuler les résultats de référencement sur Google, les moteurs de recherche, Shadowban y compris, pour gonfler artificiellement la perception de succès d'un film ou d'un jeu vidéo. C'était le cas pour le film Emmanuel, dont je vais parler rapidement. Hein. Ici, a posteriori maintenant, on nous donne les chiffres réels du box-office. À peine 643 000 € au total pour 18 millions de budget. Donc, objectivement, le film est un naufrage financier total. Ici, on avait le site assez sérieux, The Numbers, qui est assez fiable, qui nous donne un chiffre encore plus bas. Peut-être qu'ils n'ont pas tout collecté, mais voilà, 166 000 $ au total au box-office. Bref. Le problème, c'est que j'avais relevé il y a quelques mois, on tombait sur des articles dithyrambiques sur le film, de certains médias ou magazines connus, et on cherchait à faire gonfler le box-office seulement en nous donnant des premiers chiffres, des premiers retours. C'est-à-dire on nous disait le premier jour de sortie, le film est 3e. Oui, sauf qu'on nous disait pas que c'était seulement à Paris, qu'il y avait 554 entrées, et seulement à Paris, ce qui est classé 3e. Oui, mais sauf que en France, pour le box-office, Paris fait peut-être 70% du box-office total, donc ça peut cacher des choses plus inquiétantes. Et j'avais relevé qu'ils avaient eu tort, à mon avis, dans leur communication, de s'axer sur quelque chose de politique, d'idéologique, peut-être faussement féministe. Et clairement, les gens allaient peut-être juste voir, initialement, surtout le film Emmanuel de base, qui avait duré quasiment 10 ans en termes d'exploitation, les gens allaient voir un film érotique, juste. Et quand on commence à dévier de l'objectif premier d'un film ou d'un jeu vidéo, c'est peut-être là où les choses se gâtent. Et ce qui est flagrant, j'ai fait plusieurs recherches sur Google, c'est que vous tapiez cette requête Emmanuel 2024 box-office il y a, 4 mois environ, on tombait sur les articles qui disaient Emmanuel se débrouille bien, je paraphrase, Emmanuel se débrouille bien en termes de box-office, puisque les 3 premiers jours, ça a fait... Et tous ces articles-là ont disparu. Il faudrait peut-être rechercher sur archive.org, mais là, je ne les vois plus, donc c'est un petit peu invisibilisé, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, vous allez plutôt trouver a posteriori, ce qui est toujours plus facile, des articles disant ces films-là ont été un flop. Bref, eh bien, on a le même exemple, je trouve, avec le jeu Assassin's Creed d'Ubisoft. Assassin's Creed Shadows, pardon. Donc, je vous la fais rapidement, leur dernier jeu a pour héros un homme de couleur noire, représenté comme un samouraï dans le Japon féodal. Donc déjà, ça a posé problème apparemment. Si j'ai bien compris, Ubisoft a mis récemment en place le mode canon, qui prend de façon automatique toutes les décisions pour le joueur en fonction des véritables événements de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un mode neutre. Ce qui veut dire, si je comprends bien pour moi, que le jeu par défaut mettait par exemple les personnages Naoe et Yasuke avec une romance lesbienne, LGBT, dans le jeu, ce qui a d'ailleurs choqué notamment le gouvernement du Japon qui, si j'ai bien compris, a interdit le jeu là-bas. Ils vont se priver quand même d'une grosse base de fans
ce qui va, à mon avis, gréver les résultats du jeu. Ça me semble assez évident. Si vous vous séparez déjà du Japon en termes de jeux vidéo, c'est pas génial. Donc, ce qui pour moi veut dire que le mode canon d'Ubisoft est nouveau et que le jeu de base incluait la romance LGBT. C'est-à-dire que vous devez choisir le mode canon pour choisir une version neutre de l'histoire du jeu, alors que sinon, on tente de vous imposer, si j'ai bien compris, la romance LGBT. Alors Ubisoft a dit, chaque romance que vous poursuivez dans le jeu est optionnelle et non canonique, donc ces romances queer sont simplement là pour le plaisir des joueurs. Ils ont dû préciser. Et de même, Assassin's Creed Valhalla, c'est-à-dire le dernier, l'avant-dernier, permettait aux joueurs d'avoir des relations homosexuelles vikings à leur guise avec les personnages non-joueurs de l'Angleterre médiévale. Donc, ici, je trouve qu'on a un premier exemple d'article qui n'est pas objectif. Parce que la plupart des gens, on a défini dans des études, 85% des gens se contentent de lire les gros titres des journaux et de subliminalement faire leur opinion. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle la plupart des journaux et magazines, que ce soit quotidiens, hebdomadaires, etc. en France, sont plus rentables depuis longtemps. Il y a des grands noms, Libération, Le Monde, etc., qui bizarrement ont été rachetés par des capitaines d'industrie. Pourquoi ? Ils n'achètent pas ça pour la rentabilité, ils achètent peut-être ça pour, idéologiquement, pouvoir y placer leurs propres gros titres que les gens se contentent de lire. Assassin's Creed Shadow explose bien tout sur son passage, c'est officiel. La plupart des gens croiront ça, puisque c'est marqué dans un article. Et cette façon de faire est détestable. Et moi, je le compare pour d'autres choses bien plus graves, aux récentes déclassifications sur l'affaire Kennedy. Quand on a des médias qui nous disent « Donald Trump déclassifie des milliers de documents sur JFK », pas de surprise, Oswald est bien le meurtrier, juge la presse américaine. Et le journaliste commente lui-même, malgré les annonces fracassantes, rien de véritablement neuf ne semble sortir de ces milliers de pages. Alors ce qui est ironique, c'est que vous avez eu le temps de décortiquer ces milliers de pages, je crois que l'article datait du 19 à 9h du matin, alors que les archives avaient été déclassifiées le 18 dans l'après-midi. C'est de la mauvaise foi, surtout qu'à posteriori, on se rend compte que les documents nous disent plein de choses et pas seulement. Sur Kennedy, on a aussi des archives sur les nazis, sur Hitler, etc. Ça dit des choses bien plus nuancées que ça. Mais seulement le message, en fait, comme dans l'article de Gamecult, pour un autre sujet, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, nous on dit que c'est ça, donc vous devez nous croire. La plupart des gens vont pas acheter le titre ou le magazine en question. Ça, c'est ma théorie. Donc, ce qui me semble mensonger, c'est de dire Assassin's Creed Shadows, les ventes sont exceptionnelles, la fin du calvaire pour Ubisoft. C'est-à-dire, ça affirme quelque chose et ça met quand même un point d'interrogation pour pas trop affirmer. Donc, c'était un article de Nassim Chentouf. Et si c'était la fin du calvaire pour Ubisoft, Assassin's Creed Shadows était attendu au tournant, et selon les premiers chiffres, le jeu s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires en à peine 3 jours. Le studio se félicite de ce succès. Alors, propagande est un peu en marche, on va voir d'autres articles tout aussi dithyrambiques, mais on rentre un peu plus dans le détail. Malgré les polémiques, Assassin's Creed Shadow dépasse les 2 millions de joueurs en 2 jours. Ah, donc c'est pas des copies physiques qui sont vendues, c'est des joueurs. Donc on va voir ça après. Le dernier opus de la franchise, Assassin's Creed, semble être un succès, à peine quelques jours après sa sortie. Le nombre de joueurs a franchi les 2 millions en seulement 48 heures. Donc ça c'était un article de Thomas Poveda. Dans le même style, ça c'est BFM TV. Joie et soulagement. Chez Ubisoft, on souffle enfin après la sortie d'Assassin's Creed Shadow. Dans un mail interne envoyé aux salariés d'Ubisoft et que Tech & Co a pu consulter, on se félicite du lancement réussi d'Assassin's Creed Shadows et de retours extrêmement positifs. De quoi apporter joie et soulagement aux équipes. Ils sont sérieux là. Donc c'est-à-dire que, en plus, naturellement, ils auraient dévoilé des mails internes parce que ça pourrait arranger la perception que le public a des choses. Mais est-ce qu'ils sont réellement sérieux ? Je sais même pas par où commencer. Ici, on a une source sur FandomWire qui nous dit que le jeu en développement s'est étalé entre 2018 et 2024 et a coûté entre 250 millions et 350 millions de dollars. Alors, on va regarder tous ces chiffres avec ChatGPT. Lui, vous voyez, ChatGPT, il me faisait une estimation un peu plus basse, parce qu'on n'a pas de chiffres officiels. Assassin's Creed Shadows pourrait avoir un budget situé entre 100 et 150 millions de dollars.
en fonction des technologies utilisées, etc., etc. Là aussi, en termes d'estimation, le budget marketing d'un jeu AAA, comme Assassin's Creed, peut égaler ou dépasser le budget de développement. Pour des titres majeurs comme ceux de la franchise Assassin's Creed, Ubisoft aurait pu dépenser entre 100 et 200 millions de dollars en marketing pour assurer une visibilité mondiale. Donc, ce qui placerait le coût global du jeu à 200 à 350 millions de dollars. Ouais, sauf qu'on avait une estimation qui nous disait que le développement seul aurait coûté entre 250 et 350 millions de dollars. C'est pas grave. On va faire vraiment avec les chiffres au plus bas. On va faire une petite simulation. Le jeu vanille, c'est-à-dire le jeu de base, est vendu à 70 dollars. Si j'ai bien compris, sur PC, on peut trouver des versions à 59 dollars, mais enfin bref, on va prendre les 70. Donc là, je parle de copies physiques qui sont vendues, parce que c'est ça ce qui rapporte le plus quand même. Donc déjà, ne pas oublier que la part nette pour le développeur d'une copie physique vendue, c'est environ 50 à 60% du prix de vente final, après déduction des marges, des plateformes, des détaillants, des coûts de fabrication et distribution, et parfois des royalties à des tiers. Ça signifie qu'Ubisoft touche environ 35 à 42 dollars par copie vendue à 70 dollars. Donc, on va calculer le seuil de rentabilité pour Ubisoft, donc ce qu'on appelle le break-even. C'est juste rentrer dans ses frais. Si Ubisoft gagne 35 dollars par copie, il faudra 10 millions de copies nécessaires à juste rentrer dans ses frais. Si Ubisoft gagne 42 dollars par copie, on calcule qu'il faudra vendre 8 333 333 copies. Donc, pour être très large, Ubisoft doit vendre entre 4,8 millions et 10 millions de copies pour atteindre le seuil de rentabilité. Alors effectivement, on a aussi les futurs DLC peut-être, et si le jeu est inclus dans un service comme Ubisoft+, des revenus récurrents provenant des abonnements peuvent également contribuer à réduire le seuil de rentabilité. Alors, venons-en à ce service Ubisoft+, plus connu sous le nom de Uplay+. Alors déjà, il faut savoir que dans cet abonnement, Ubisoft propose plus de 100 jeux. Donc il n'y a pas que le jeu Assassin's Creed Shadow. Et prendre ces chiffres-là, ce serait un peu comme dire vous avez un abonnement Disney+, ou Canal+, donc vous avez regardé le dernier Blanche-Neige et les 7 nains, vous voyez, enfin, ce serait le même style de mauvaise foi. J'espère que c'est pas ça qu'ils veulent nous faire croire. Donc, il me dit oui, Ubisoft touche une fraction d'abonnement mensuel que les gens payent, de 18 dollars par mois, pour chaque joueur qui utilise Ubisoft+, pour jouer à un jeu comme Assassin's Creed Shadow. Donc comment ça se passe ? Ubisoft va garder, dans le meilleur des cas, 85 à 90% du montant de l'abonnement. Ensuite, Ubisoft répartit les revenus d'abonnement entre ces différents jeux de manière interne. Voici les méthodes courantes utilisées par les services d'abonnement pour effectuer cette répartition. On a par temps de jeu. Par exemple, si un joueur consacre 50% de son temps sur Ubisoft Plus à jouer à Assassin's Creed Shadow, Ubisoft pourrait attribuer 50% de sa part nette des 18 dollars à ce jeu. On a aussi le classement par popularité globale des jeux. Par exemple, si Assassin's Creed Shadow représente 20% du temps total joué par tous les abonnés Ubisoft Plus, Ubisoft pourrait attribuer 20% des revenus nets de service à ce jeu. Après, on a les abonnements qui sont créés par la hype du jeu qui vient de sortir. Par exemple, si un joueur s'abonne uniquement pour jouer à Assassin's Creed Shadow pendant un mois, Ubisoft pourrait considérer que l'intégralité des 15 dollars net est due au jeu. Donc, rappelons que pour chaque joueur jouant à Assassin's Creed Shadow via Ubisoft+, Ubisoft touche probablement une fraction des 15 dollars net après déduction. Donc Ubisoft pourrait recevoir entre 7 et 12 USD par mois pour chaque joueur qui consacre la majorité de son temps à ce jeu. Donc, on va reprendre les affirmations de certains journalistes jeux vidéo. Le jeu s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires. Non, il ne s'est pas écoulé à 2 millions d'exemplaires. Il y a eu 2 millions de joueurs au total qui ont eu, on va dire, la curiosité. Donc soit ils avaient déjà un abonnement Uplay+, et ils sont allés voir le jeu, mais on peut aller voir pour plein de raisons. C'est-à-dire on peut passer 30 secondes sur le jeu, voir qu'est-ce qui est dit dans la fameuse romance lesbienne entre deux personnages, ou voir un samouraï de couleur noire par rapport à tout le bad buzz qu'il y avait eu. Ça peut être de la curiosité. Bon, parmi ces 2 millions de personnes, il peut y avoir quelqu'un qui va se connecter 30 secondes. D'accord. Il peut y avoir aussi, effectivement, quelqu'un qui prend un abonnement pour le jeu. Mais ça veut dire que
par rapport à un seuil de rentabilité à 70 $ le jeu, pour rentrer dans les frais de développement. Quelqu'un qui joue au jeu via un service d'abonnement, il ne paye qu'une fraction de la valeur du jeu. Ça a ajouté un peu de beurre dans les épinards, mais c'est pas du tout comme vendre une copie physique à 70 $. Alors certains nous disent, ah oui, mais les chiffres sur Amazon sont bons, c'est le top des ventes. Alors, effectivement, là, je me demande s'il n'y a pas un mécanisme de mise en avant de certaines choses en disant c'est un top des ventes, alors que... Enfin, moi, je comprends pas. Vous allez me dire si vous comprenez mieux que moi. Je vais commencer par le Amazon.fr. Donc, déjà, les meilleures ventes en jeux vidéo sur le .fr. Généralement, les meilleures ventes, c'est quand même... Vous voyez, ici, on a 4013 avis sur les cartes cadeaux PlayStation. Ici, donc, on a donc Assassin's Creed Shadow qui apparaît en numéro 2 avec 47 avis. Bon. Ici, vous voyez, il y a une souris de gamer, 34 000 avis qui ont été laissés. Bon, en général, les meilleures ventes, quand même, il y a des centaines ou des milliers d'avis. Bon. Donc ici, du coup, on clique dessus. Alors ici, intéressant. Donc c'est la version principale, hein, PS5, celle qui est la plus vendue. On nous dit numéro 1 meilleure vente. Bon. Plus de 10 000 achetés au cours du mois dernier. C'est marqué ici. Alors c'est intéressant, parce qu'il n'y a que 47 avis. Les professionnels du secteur de la vente savent très bien qu'on peut généralement estimer un nombre de ventes par rapport au nombre d'avis. Alors ici déjà, c'est étrange qu'ils se sentent obligés de marquer plus de 10 000 exemplaires achetés, parce qu'en général, on est forcé de deviner le nombre de ventes, c'est jamais marqué. Alors si on prend juste le nombre d'avis, on va demander à GPT. Regardez. En général, seulement 1 à 5% des acheteurs laissent un avis sur Amazon. Ça signifie que pour chaque avis publié, il pourrait y avoir environ 20 à 100 ventes réelles. On va prendre la calculatrice. Donc là, sur le .fr, on avait 47 avis. Donc, 47 fois, on va être gentil, hein. On va prendre le ratio le plus intéressant pour Ubisoft. Ça fait 4700 ventes réelles. Ok? Donc, là encore, il nous remarque, ça signifie que pour 500 avis, ça pourrait correspondre à 10 000 à 50 000 ventes. Ici, ce que je comprends pas déjà, c'est qu'il y a marqué plus de 10 000 ventes et il n'y en a que 47 avis. Il y a un truc qui va pas parce que vu la très bonne note, alors que quand même il y a eu sur ce jeu, il y a eu des polémiques. Si on regarde les avis, ils sont très très souvent favorables. Les seuls avis qui sont pas favorables, par exemple, c'est le jeu est très bien, mais la livraison, blablabla. Ou ici le mec a dit je l'ai reçu en français alors que je suis pas français. Comment dire? Ce qui peut pondérer en fait ces résultats, c'est que peut-être, alors GPT nous dit aussi que voilà, ça existe, hein. Campagne d'incitation, parfois, les vendeurs ou les éditeurs incitent les clients à laisser des avis via des emails, des promotions, etc. Ce qui peut augmenter artificiellement le ratio d'avis. On ne dit pas que ça a été le cas, mais ça peut. Et comme il y a eu des polémiques et qu'ils veulent bien vendre le jeu, à mon avis, tout est fait par Ubisoft pour ne rien laisser au hasard. Donc, même s'ils ont tout optimisé, qu'ils ont encouragé les joueurs ayant acheté le jeu à laisser un avis, je vois mal comment on pourrait rester dans les 1% d'avis laissés. Alors qu'il y a des inconditionnels, il y a des gens qui vont le faire juste pour soutenir la boîte et tout. Donc même, seulement 1% des gens qui auraient laissé un avis, même en étant encouragés à le faire, bon, ça veut dire qu'il y aurait maximum, selon les données qu'on a sur Amazon, 4700 items vendus. Or ici, on nous dit, ça mange pas de pain, plus de 10 000 achetés. Bon, on sait pas qu'est-ce qui nous permet de dire ça, mais voilà. Pas grave. Ensuite, on va sur Amazon.com. Vous voyez, c'est en anglais, hein. Alors, ici, on va prendre les premiers résultats qui sont plus valables. Allez, sur les différentes plateformes. Ici, on a 15, plus 81. Donc, 96 avis, 100 avec celui-ci. Ça, c'est pas... Non, c'est un guide. Voilà, après les autres, vous voyez, plus 3, allez, 103, 106, 107. Après, c'est vraiment énigmatique. C'est plus des ventes réelles. Donc là, on prend les premiers résultats. On a 107 avis.
Bah là encore, hein. 107 avis, hein, au meilleur des ratios, donc fois 100, ça ferait 10 000 ventes. 10 000 ventes sur Amazon.com. Donc qui regroupe quand même les États-Unis et une bonne proportion de la plupart des gens qui achètent le jeu en anglais, c'est-à-dire dans plein d'autres pays que les États-Unis, ça peut être le Canada, etc. Donc bien sûr, on peut ajouter chaque Amazon, .uk, .machin, donc on peut ajouter chaque pays, mais si le .com a 10 000 ventes, le .fr, donc on a vu, il nous marque 10 000, mais enfin on serait plutôt dans les 5 000. Donc après il faudrait rentrer vraiment dans les détails, mais il y a combien de pays comme les États-Unis dans le monde, hein? Moi je veux bien après faire... on va dire que, allez, si on prend le Amazon.com, qui est quand même la plateforme principale, je veux bien qu'on multiplie ça par 5. Je sais pas, moi ça me fait, voilà, 50 000 unités vendues. Alors même si le nombre de 50 000 que je prends est arbitraire, mais il est quand même très favorable par rapport à ce qu'on vient de voir. Bon, 50 000 copies... Donc on a vu que Ubisoft touchait, allez, en moyenne, peut-être 37 $ US par copie. Bon, ok, ça fait 1 850 000. Allez, on retient ce chiffre. Sur les 2 millions de personnes qui ont joué, selon les ratios, ça leur fait combien GPT nous a dit, allez, 8-9 $, vraiment au maximum par joueur. Bon, 16 millions. Et encore, hein, ça c'est pas de l'argent frais neuf, puisque c'est juste pour eux, par rapport à leurs actionnaires, j'imagine, dans le total de leurs recettes, d'allouer, on a vu, par exemple, tant de pourcents au dernier jeu qui vient de sortir. Mais il faut pas oublier que c'est des gens qui payaient déjà leur abonnement avant. C'est pas vraiment de l'argent frais, comme quelqu'un qui achète une copie physique. Enfin, bon, allez, on va dire que ça leur fait 16 millions de $, plus 1 850 000. On est vraiment très large, je pense. Ok, ça fait 18 millions de $ rentrés dans les caisses. On a vu que le jeu... On avait coûté au plus bas, y compris le marketing, 350 millions de $. Alors, ça va peut-être se vendre sur plusieurs années, hein, mais il reste encore 332 millions de $ à faire rentrer dans les caisses. Là, c'est des estimations, hein. Sur Amazon, en tout cas, qui est quand même le plus gros, copie physique, on voit du poussivement 5 000, 10 000 copies vendues, enfin 10 000 en estimation sur le .com. Et or, pour juste atteindre le seuil de rentabilité, juste être break-even, il faut, selon l'estimation que j'ai faite tout à l'heure, 5 à 10 millions de copies à 70 $. Ok? Mais en tout cas, comme disait ce monsieur, ça n'est pas écoulé à 2 millions d'exemplaires. Non, non. C'est 2 millions de joueurs qui avaient déjà un abonnement ou qui en ont pris un, qui ont joué au moins 15 secondes à ce jeu. C'est pas pareil. On avance. Donc ici sur Steam Database, on voit que Assassin's Creed Shadows, heureusement avec le budget qu'ils ont, ils ont 35 000 joueurs actuellement qui jouent. Pas incroyable quand on sait que Schedule One, qui est un jeu indépendant, c'est pas du tout un gros studio comme Ubisoft, ils sont à 100 000 joueurs en simultané. C'est juste un exemple. Maintenant, on va voir les données financières d'Ubisoft. Ici, je suis sur un site qui s'appelle Dataroma, qui réunit en fait les transactions des insiders, des gens qui sont dans la finance, des gros poissons comme on dit. Et il y a un petit résumé sur chacune des cotations à la bourse. Donc, Ubisoft, UBSFY Financials, qui correspond à Ubisoft Entertainment SA, donc la maison mère. On a une capitalisation à 1,85 milliard de $, et une dette nette à 1,57 milliard. Alors on va même pas prendre la dette totale qui est à 2,61 milliards. Dans tous les cas, on a un debt to equity ratio de 1,38. Je vais vous expliquer ce que c'est que ça. Donc le debt to equity ratio, c'est un indicateur financier qui mesure la proportion entre les dettes totales d'une entreprise et ses fonds propres, équité. Voici une explication détaillée de ce que ça signifie. Donc un ratio de 1,38, ça signifie que pour chaque dollar de fonds propres, équité, l'entreprise a 1,38 $ de dette. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que l'entreprise a plus de dettes que de fonds propres. Donc un ratio supérieur à 1 signifie que l'entreprise est plus dépendante des dettes que des fonds propres, ce qui la rend plus vulnérable aux fluctuations des taux d'intérêt ou aux difficultés financières.
Ici, on a le cours en bourse d'Ubisoft qui... Allez, on va prendre quand même une vue d'ensemble. Hop. Vous voyez, ici, actuellement, on est à 13,15 $ l'action. Ce qui correspond peu ou prou à des niveaux qu'on avait en 2014, en 2010. Enfin, plutôt, on va dire, au début de l'entreprise. Parce qu'elle a atteint un point maximum de 107,50 $ l'action en juillet 2018. Ok. Et actuellement, on se situe ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit intéressant? Alors là, c'est petite analyse financière comme ça par rapport à ce que j'avais l'habitude de regarder. Ici, pardon, autour de 19 $, on avait un support visiblement. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est en fait une zone en dessous de laquelle un cours a beaucoup de mal à descendre. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plein de raisons différentes. Peut-être que à ce niveau-là, il va y avoir beaucoup d'acheteurs, ce qui va redéclencher une hausse quand on atteint ce point bas. Soit l'entreprise veut éviter que ça tombe plus bas. Donc parfois, on demande aux actionnaires de l'entreprise de faire des rachats d'actions. Hein. Et je crois que Ubisoft, par exemple, avait envisagé des rachats d'actions pour stabiliser le cours de son action. Surtout après donc, la chute significative de sa valeur. Donc ça peut être perçu comme une tentative de soutenir le prix d'une action en réduisant le nombre d'actions en circulation, ce qui peut donc augmenter momentanément la valeur des actions restantes. Donc ça arrive souvent hein, pour plein d'entreprises, c'est-à-dire que vous allez avoir le PDG et certains groupes d'actionnaires qui vont réduire le nombre d'actions en circulation, par exemple en les vendant mais en ne les recréant plus derrière, ce qui va donc réduire le nombre d'actions artificiellement et qui va augmenter la valeur de chaque action. Ça peut être une des raisons, il y a plusieurs raisons. Donc ici on avait un premier support autour de 19 $, hein, puisqu'on a eu plusieurs fois, c'est venu rebondir sur ce cours, et un jour c'est venu le transpercer massivement, autour de juillet 2024. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 29 juillet 2024? On va demander à GPT. Bon, en juillet, on avait eu en juin la conférence Ubisoft Forward. Donc je disais, on a percé ce support en juillet 2024, et ensuite on est venu atteindre un nouveau point bas, avec un plus bas à 8,95 $ l'action. Donc on se rapproche dangereusement de zéro. Donc là, il y a eu un mouvement, un support massif qui a fait remonter, enfin légèrement, les cours vers le haut, et on va dire que depuis 7-8 mois, ça navigue légèrement au-dessus des 10 $, quoi. Et actuellement, on est vers 13. Donc effectivement, on a un beau plongeon. Ça fait combien de pourcents, ça? Ça nous fait une baisse de 88% presque en 6 ans et demi. Alors rendu à ce point-là, on peut se demander deux choses, ce ne sont que des supputations. Est-ce que Ubisoft ou un de ses actionnaires principaux, Tencent, qui a environ 10%, au bord du gouffre, aurait tenté un bad buzz pour désespérément faire décoller le jeu? Donc bad buzz étant la polémique avec le Japon, les aventures LGBTQ dans le jeu, la révision un peu de l'histoire en mettant un samouraï noir, etc. Et aussi grâce à un marketing intense. Hein. Moi, c'est vrai que par exemple, je suis pas spécialement un gamer. Sur toutes mes vidéos YouTube ces derniers jours, j'avais la publicité pour le jeu, ce qui m'arrivait pas trop avec les précédents. Alors, deuxième possibilité, enfin là, on rentre dans le délire paranoïaque, hein, je dis pas que c'est ça. Est-ce que Tencent, donc actionnaire à 10% d'Ubisoft, aurait poussé Ubisoft à trop développer les DEI dans ses jeux? Donc je rappelle, DEI c'est diversité, équité et inclusion. Parce que, je sais, les Chinois sont capables de faire des choses comme ça, vraiment à long terme, etc. Pour, une fois la tempête passée, pouvoir mieux négocier, parce qu'on va voir que ce qui intéresse Tencent, donc c'est-à-dire que l'idée, ça serait sciemment de pousser à un peu trop de DEI, etc. pour lasser la plupart des joueurs. On va dire que 85% des joueurs, c'est des gens qui sont pas forcément ouverts à la DEI et à ses caractéristiques. Donc, est-ce que Tencent saurait que c'est un moyen irrémédiable de pousser
quelqu'un vers la fin, et un financier pourrait nous dire, quand vous faites chuter l'action de 85%, alors si tant est que ça soit eux et que ça soit dû à un seul choix, bref, stratégique, ce qui est pas mal, c'est que quand vous rachetez ici, la capitalisation boursière totale est bien moindre que quand on est à 107 $ l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être plus intéressant pour acheter. Parce que ici, donc, j'ai cet article des Échos qui nous disait « Les actionnaires d'Ubisoft discutent des conditions d'un éventuel rachat, source ». Dans des discussions, ils ajoutaient que le plan de Tencent était de prendre patience et d'attendre que la famille fondatrice accepte un accord. Parce que la famille qui est derrière Ubisoft n'avait jamais donné leur accord pour notamment... le géant chinois avait demandé à avoir un droit de regard plus important sur les décisions futures du conseil d'administration, y compris sur la distribution des flux de trésorerie en échange des financements de l'opération. Alors peut-être que ça concernait aussi un droit de regard sur les DEI. Ça, c'est qu'une spéculation de ma part, on n'est pas sûr. La DEI dans les jeux, diversité, équité, inclusion, on ne sait pas. Mais je trouve ça intéressant. Le plan de Tencent était de garder patience et d'attendre que la famille accepte un accord. Alors, qu'y a-t-il de mieux de pousser un peu trop loin certaines choses qui vont peut-être pas plaire à la majorité des joueurs, mais il n'y a pas que ça comme problème. On avait aussi vu les ratios avec un debt to equity ratio de 1,38. Effectivement, il y a peut-être des problèmes de gestion, on ne sait pas. Mais je trouve ça intéressant que Tencent, ils attendent patiemment un accord. Et c'est vrai que là, ils pourraient se retrouver en position de force, après que le cours de l'action est autant chuté. Et avec des chiffres comme ça. Parce que malgré des articles, vraiment on se demande comment on peut être aussi peu objectif, quoi. Malgré des articles dans ce genre, la fin du calvaire, oui, attendez, il faut attendre un peu, parce que nous on a vu que quoi? Au plus large, là ça avait peut-être rapporté 17-18 millions de dollars, mais il faut encore en trouver 330 derrière. Toujours selon des estimations, puisque les chiffres publics ne sont pas donnés. Mais comme le jeu a été reporté aussi, ça a augmenté le coût, donc par rapport à toutes les estimations qui étaient faites. Et ce qui est un peu embêtant, on va finir par ça, c'est le fait que, si j'ai bien compris, Ubisoft ait demandé au gouvernement canadien, parce que un de leurs plus grands studios est à Montréal, ils ont demandé à l'État fédéral de les protéger, notamment de protéger son équipe de développeurs d'attaques personnelles, c'est-à-dire que il y a une équipe qui a été une équipe, si j'ai bien compris, des gendarmes canadiens, dont, je sais pas, je me souviens avoir lu une 50aine de personnes qui regardent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., voir s'il y a des abus flagrants, des attaques contre Ubisoft ou le jeu ou certains des développeurs. Donc ici on a cet article, Ubisoft a des avocats prêts à se battre contre tout harcèlement par rapport à l'équipe d'Assassin's Creed Shadow. Ici on a un article similaire. Ubisoft répond par des mesures de protection pour les développeurs d'Assassin's Creed Shadow. Voilà, des joueurs pourraient être attaqués pour le fait d'harceler les développeurs du jeu Assassin's Creed Shadow. Alors, pour moi, là où ça fait un petit peu 1984, ça fait un peu totalitaire, je suis désolé, parce qu'on parle de diversité, équité, inclusion, pour soutenir des minorités, etc. Mais ce qui est très bien, mais la façon de faire, elle est justement ce que ces gens-là dénoncent, c'est-à-dire totalitaire. C'est-à-dire que, dans quelle mesure ça sera du harcèlement ciblé contre les développeurs, alors que ça je comprends totalement d'éviter tout harcèlement, n'importe quel sujet et tout type de personnes. Par contre, jusqu'où ça va pour essayer de cacher, par exemple, un éventuel flop du jeu, ou d'éventuels gens qui diraient en fait les chiffres que vous voyez ils sont gonflés, je sais pas, c'est une possibilité. Moi j'ai les vrais chiffres, voilà. En fait, c'est facile de dire « Ah, vous êtes un hater contre la communauté LGBTQ, le gouvernement canadien va vous interdire de répandre vos fake news et votre haine sur les réseaux sociaux. Vous allez recevoir une amende et vous allez la fermer définitivement. » En fait, c'est quoi les garde-fous, effectivement le danger, c'est jusqu'où
un gouvernement peut aller pour soutenir les DEI, et donc indirectement aussi une boîte qui était en train de couler, hein, c'est-à-dire, je rappelle quand même des actionnaires qui manifestent devant le siège social, en interne, en management qui se passe pas bien du tout, etc., etc. Voilà, dans quelle mesure on peut aller plus loin que juste du harcèlement ciblé et finalement dire ah, vous critiquez le jeu ou vous critiquez les chiffres et tout, mais c'est du harcèlement, monsieur. En fait, c'est quoi le garde-fou? C'est ça qui peut être légèrement flippant, en fait. Et en conclusion, je dirais aussi quelque chose que disent beaucoup... Enfin, il y a peu de développeurs qui le disent ou de concepteurs de jeux qui le disent de façon libre, mais on a notamment, je crois, le directeur qui est un des seuls courageux à dire, ça fait des années que ça se passe comme ça, c'est-à-dire les boîtes embauchent à tour de bras pour des jeux comme GTA, etc. Ils embauchent plein de développeurs, donc youpi tralala, tout le monde est content. Une fois qu'ils ont bien bossé sur le jeu, qu'on les a bien exploités, eh bien, les actionnaires réclament des bons dividendes, et donc il faut que les chiffres soient bons, et donc ils virent la majorité des effectifs de développeurs une fois que le jeu est sorti, et ensuite, quand ils ont un nouveau projet, ils réembauchent. En gros, hein, on va simplifier, mais en gros, c'est ça. Alors, je dis pas que c'est le cas forcément d'Ubisoft, par exemple, mais c'est vraiment une tendance dans le jeu vidéo, mais c'est terrible. C'est pour ça que vous avez des jeux très mal optimisés, de plus en plus lourds en termes d'espace sur le disque dur, qui coûtent de plus en plus cher, et qui ont même encore des bugs à leur sortie, même des jeux à 300 millions de dollars qui ont encore des bugs à leur sortie, ce qui est incroyable, notamment dû au fait qu'il n'y a plus vraiment d'anciens développeurs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous dépassez la maîtrise d'un métier, et vous connaissez les petits trucs et astuces pour optimiser des rendus, c'est-à-dire optimiser dans le sens où un développeur expérimenté, d'après ce que j'ai lu, il a la connaissance suffisante pour avoir des belles textures dans le jeu, mais qui prennent un minimum d'espace. Puisque après, chaque texture, chaque élément dans le jeu, chaque son, eh bien, va prendre un espace, même s'il est compressé, sur le Blu-ray, le DVD final, ou sur votre disque dur, en fait. Les gens d'expérience sont tellement partis depuis longtemps, qu'il reste très peu de développeurs expérimentés, donc en fait, ça va et vient. Vous avez des développeurs tout nouveaux, tout beaux qui arrivent pour un jeu, qui sont ensuite dégagés. Et en fait, il n'y a pas de suivi réel. Il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire que on n'a plus les mecs qui ont travaillé sur l'ancien GTA V, il en reste très peu, par exemple. Donc pour le 6, il faut quasiment redémarrer tout de zéro à chaque fois. Donc ça, c'est ce que disait notamment le directeur de Blizzard, si je me trompe pas. Il disait, les équipes doivent à chaque fois redémarrer de zéro, ils n'ont pas de savoir-faire, et donc au niveau optimisation, et donc tout coûte plus cher, enfin c'est complètement... on marche sur la tête, quoi. Donc ça, c'était la petite conclusion aussi, qui pourrait expliquer pourquoi certaines boîtes dans le jeu vidéo ont des déficits abyssaux. Et je parle pas que d'Ubisoft, hein. Ont des déficits abyssaux, alors que le secteur du jeu vidéo se porte de mieux en mieux quand même depuis 15-20 ans. C'est incroyable, et ça rend le milieu précaire alors que il y a plein de demandes. Oui, parce que les gens se vont virer dès que ça marche, c'est comme ça qu'on les remercie, quoi. Pour du coup donner des dividendes aux actionnaires. Moi, je pense que vraiment, pour revenir à la passion et au côté efficient aussi de l'économie, si on décide de rester dans un circuit capitaliste, pour une vraie efficience du capitalisme, il faudrait interdire, même pas tout abus de l'actionnariat, il faudrait interdire l'actionnariat. C'est malsain pour tout le monde. Je pense qu'il vaut mieux trouver moins d'investissement, mais faire plus de qualité, que d'aller toujours dans la course au tour de table pour trouver des budgets ou des business angels ou des nouveaux actionnaires, tout ça. Tout ça pour finir avec encore moins de parts que vous aviez initialement, et ce qui finalement vous pousse
petit à petit vers la sortie. Vous n'êtes même plus décisionnaire ni propriétaire véritable de votre boîte ou de vos jeux. C'est vraiment l'actionnariat pour moi qui bouffe tout, quoi. Voilà. Du coup, ça c'était une conclusion secondaire d'une problématique qui était à la base, est-ce que l'adage Go Woke, Go Broke est valable d'après tout ce que je vous ai dit? Est-ce que quand vous touchez à l'idéologique et que vous mélangez ça avec les affaires, avec le business, est-ce que, à votre avis, c'est une bonne chose ou pas pour les entreprises? Voilà. Et je rappelle, une des questions de départ, c'est est-ce que certaines compagnies sont visiblement prêtes à perdre de l'argent pour tenter d'imposer un agenda idéologique à grande échelle? Mais là, on va parler d'autre chose. Jusqu'à quel point ils sont prêts à aller? On a vu, aux États-Unis aussi, il y avait une grande chaîne Target là, de supermarchés dont l'action avait plongé. Il y avait eu aussi Heineken, je crois. Enfin, il y a plein d'exemples. Disney, ça commence... Enfin, Disney, ils sont gros, mais ça commence un peu à... Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Et du coup, nous vient une deuxième question. Quel est le prix de cette chose qu'on n'arrive pas d'ailleurs à définir, ce but idéologique final? À quel point est-il précieux pour eux pour y sacrifier indirectement des milliards, des dizaines, des centaines de milliards de dollars qui partent en fumée parce que il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des problèmes structurels, mais parce qu'il y a des tentatives d'imposer des agendas idéologiques. Combien sont-ils prêts à mettre? Et quel est le fabuleux secret, je veux dire, qu'ils cherchent encore à cacher, le fabuleux secret de défendre cette idéologie? Parce que qu'on ne me dise pas, je pense pas que ça soit défendre la liberté à tout prix. Oui, non, là c'est très réducteur, parce qu'il y a plein de types de liberté. Par exemple, quel sens ça aurait de continuer dans une société où on soutiendrait uniquement les minorités, qui finiraient par avoir plus de droits que, par définition, la majorité des gens? C'est-à-dire qu'il y a des gens, du coup, qui perdraient de la liberté. Et puis, quel sens ça a de continuer dans l'idéologie alors que plein d'entreprises actuellement mettent la clé sous la porte à cause des crises répétées qu'on a vécues et de la piètre gestion de certaines crises, on va dire. Tous les gens qui passent sous le seuil de pauvreté, enfin ça atteint quand même, si j'ai bien lu, en France quand même, des gens sous le seuil de pauvreté, c'est énorme. Du coup, la liberté, c'est peut-être déjà d'avoir du pouvoir d'achat, des choses comme ça, de la sécurité, hein, je sais pas. Donc c'est là où je dis qu'on me dise pas c'est pour la liberté. Non, c'est peut-être pour la liberté d'une minorité de personnes, certes, mais je vois pas pourquoi les autres êtres humains ne doivent pas être protégés de toutes les fluctuations politiques, sociales, économiques. Enfin, faut qu'on m'explique à ce moment-là la notion de liberté. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt.